Édith Piaf ne regrettait rien. Elle l'a chantée elle-même. Le monde entier l'a crue. Mais il y a des choses dont elle n'a jamais parlé. Une fille morte avant ses 2 ans, qu'elle a laissée grandir dans la misère pendant qu'elle construisait sa légende. Des hommes qui entraient dans sa vie entier et la quittaient détruit. Un corps qui s'est brisé en silence pendant que le public applaudissait, debout. J'ai passé des semaines à examiner des témoignages de personnes qui l'ont connue, des biographies qui n'ont jamais atteint les documentaires officiels et des archives que l'industrie a préféré ignorer pour vous apporter ce blin. Documentaire. Ce qui est en jeu ici n'est pas la réputation d'une chanteuse. C'est la différence entre le mythe que la France a décidé de se rappeler et la femme réelle que ce mythe avait besoin d'enterrer pour survivre. Tout le monde connaît la môme. Personne ne parle de ce qu'elle a laissé derrière elle. C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Il y a une tombe au cimetière du Père-Lachaise que presque personne ne cherche. Elle est là, sur la même pierre tombale qu'Édith Piaf, gravée dans la pierre à côté de son nom. Mais dans les documentaires, dans les biographies populaires, dans les chansons que le monde entier connaît par cœur, cette tombe n'existe pas. Ce nom n'apparaît pas. Marcel Dupont, 2 ans de vie, méningite, 1935. La seule fille d'Édith Piaf. Pour comprendre Marcel, il faut d'abord comprendre où est née sa mère, pas comme contexte, comme cause directe de tout ce qui a suivi. Édith Giovanna Gassion est venue au monde le 19 décembre 1915. L'acte de naissance dit que c'était à l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement de Paris. Mais Piaf a raconté pendant des décennies une version différente. Qu'elle était née dans la rue, sous la lumière d'un réverbère rue de Belleville, pendant que sa mère tentait seule de rejoindre l'hôpital et n'y parvenait pas. C'est une histoire parfaite, trop parfaite, et certains biographes ont souligné que l'acte de naissance contredit cette version. Mais il y a quelque chose dans cette impulsion de Piaf à réécrire sa propre naissance qui en dit plus long sur elle que n'importe quelle donnée officielle. Dès le début, elle avait besoin que son histoire soit plus grande que la réalité, plus dramatique, plus digne d'être chantée. Ce qui est certain, sans aucun doute, c'est ce qui a suivi la naissance. Sa mère, Laine Marsat, était chanteuse de rue. D'origine italienne, avec une voix que certains décrivaient comme remarquable, et une vie qui ne lui laissait pas le temps d'élever qui que ce soit. Son père, Louis-Alphonse Gassion, était acrobate dans des compagnies itinérantes. 2 personnes qui vivaient de ce qu'elle gagnait ce jour-là, sans maison fixe, sans filet. La petite Édith a passé ses premières années chez sa grand-mère maternelle. Elle fut ensuite envoyée chez sa grand-mère paternelle, qui tenait une maison close à Bernay, en Normandie. Pas comme métaphore. Littéralement, elle a grandi dans un bordel. Les femmes qui y travaillaient s'occupaient d'elle, la nourrissaient, lui donnaient quelque chose qui ressemblait à un foyer quand personne d'autre ne se présentait pour le faire. Certains témoignages de l'époque, recueillis par des biographes ultérieurs, décrivent ces femmes avec une tendresse qui contraste avec tout ce qu'on pourrait attendre. Elles étaient les seules qui étaient là. Et pour Édith, cela avait suffi pour les aimer. Puis vint le retour avec son père, la vie de cirque itinérant, les représentations dans les foires et sur les places de village. Et enfin Paris, le quartier de Pigalle, les rues de Ménilmontant, le coin des rues Troyon et Mac-Mahon, où une adolescente chantait contre quelques pièces avec son amie Simone Berthaud. Elle avait 17 ans quand elle a rencontré Louis Dupont. Il était coursier. Il avait 18 ans. Ils se sont aimés comme s'aiment 2 personnes qui n'ont rien à perdre, avec tout et sans calcul. En 1933, Édith est tombée enceinte. Et c'est là que commence la partie que les documentaires ne racontent pas. Il n'y avait pas d'argent, pas de logement stable. Selon des sources proches de son entourage de l'époque, Édith continuait à chanter dans les bars et dans les rues de Pigalle pendant sa grossesse, aux côtés de Simone Berthaud, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de manger. Louis Dupont était là, mais à peine. La relation était instable, construite sur le même néant qu'ils partageaient tous les deux. Le 11 février 1933, Marcel Dupont est né. Édith avait 17 ans. Louis en avait 18. Et tous les 2 ensemble n'avaient pas assez pour élever qui que ce soit. Ce qui s'est passé dans les mois suivants
est quelque chose que les sources ne décrivent pas à l'unanimité. Certaines indiquent qu'Édith a essayé de garder Marcel près d'elle pendant qu'elle se produisait, l'emmenant dans les bars et les pensions où elle chantait. D'autres suggèrent qu'il y a eu des périodes où la petite était confiée à d'autres personnes, des voisines, des connaissances, des gens de l'entourage de Pigalle qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Louis Dupont a disparu de la vie d'Édith peu après la naissance. La relation s'est rompue et Édith s'est retrouvée seule avec une petite fille, sans argent, sans filet et sans personne pour lui avoir appris comment faire. Parce que personne ne le lui avait appris. Sa propre mère l'avait abandonnée. Son père l'avait recueillie puis mise à travailler dans la rue. Les seuls modèles de parentalité qu'elle avait connus étaient les prostituées de Bernay et les trottoirs de Pigalle. Certains biographes ont suggéré, avec prudence, qu'à cette période Édith a répété exactement le schéma de sa propre mère, privilégier la survie sur l'éducation, non pas par cruauté délibérée, mais comme la seule réponse qu'elle connaissait. La différence, c'est que sa mère l'avait abandonnée sans regarder en arrière. Édith, selon les témoignages disponibles, a gardé Marcel près d'elle tant qu'elle le pouvait. Mais près dans ce contexte signifiait grandir entre des logements insalubres, des nuits de cabaret et l'instabilité d'une mère qui n'était encore personne et qui ne savait pas si elle le deviendrait jamais. En 1935, Marcel est tombé malade. La méningite dans les années 30 n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas de pénicilline, pas de protocole efficace. C'était, dans les quartiers pauvres de Paris, une condamnation pour les enfants qui n'avaient pas accès rapide à un médecin. Et Édith n'avait pas d'argent pour le médecin. Ce qui s'est passé cette nuit-là est l'un des épisodes les plus cités et les plus difficiles à vérifier de la vie de Piaf. Selon certains témoignages, certains d'entre eux recueillis indirectement par Simone Berthaud dans son livre de 1969, Édith se serait prostituée une seule fois pour obtenir l'argent nécessaire pour payer les soins médicaux de sa fille. Il n'existe pas de documentation directe qui le confirme. C'est une hypothèse qui circule dans les cercles biographiques les plus sérieux sur Piaf, et non un fait établi. Mais ce qui est clair, c'est que l'argent n'est pas arrivé à temps, ou n'a pas été suffisant, ou les deux. Marcel est morte, elle avait 2 ans. Les jours qui ont suivi sont ceux que personne ne décrit bien. Certains biographes parlent d'une douleur dévastatrice, d'une Édith qui ne pouvait pas fonctionner, qui ne pouvait pas chanter, qui est restée paralysée pendant des semaines face à ce qu'elle avait perdu. D'autres, plus critiques, soulignent que la reprise a été étonnamment rapide, que cette même année, 1935, Édith a été découverte par Louis Leplé, propriétaire du cabaret Gernis sur les Champs-Élysées, qu'il l'a emmenée dans son cabaret, qu'il lui a donné le nom de la môme Piaf, que sa carrière a démarré presque immédiatement. Aucune des deux versions ne la rend meilleure ou moins bonne comme personne. Une douleur dévastatrice n'empêche pas la vie de continuer. Et continuer ne signifie pas avoir oublié. Mais la question qui demeure en suspens est une autre. Une question plus inconfortable. Piaf a-t-elle parlé de Marcel? L'a-t-elle mentionné dans ses interviews, dans ses mémoires, dans les heures d'archives qui nous sont parvenues? La réponse est presque non. Dans son autobiographie, dans ses déclarations publiques, dans les conversations qui ont été enregistrées. Marcel apparaît à peine, une mention fugace ici, un silence éloquent là. L'industrie a construit l'image de la môme sur la douleur, sur la perte, sur l'amour impossible. Mais la perte la plus concrète et la plus humaine de toutes. Une mère de 17 ans qui n'a pas pu sauver sa fille parce qu'elle n'avait pas de gueulemet, argent pour le médecin, et restée ensevelie sous le mythe. On dit que cette culpabilité ne l'a jamais complètement quittée, que certaines personnes de son entourage décrivaient Piaf, dans ses moments les plus sombres, revenant à cette année, à cette nuit, à cette petite fille. Que non, je ne regrette rien était la chanson qu'elle chantait en public. Mais qu'en privé, selon certains témoignages proches, il y avait des choses dont elle se repentait, et qu'aucune d'elles n'avait à voir avec l'amour, ni avec les hommes. Aujourd'hui, elles reposent ensemble au Père-Lachaise, la mère célèbre et la fille que personne ne se rappelle, la même pierre, le même silence.
Mais Marcel n'a pas été la seule personne à payer un prix élevé pour avoir été proche d'Édith Piaf. Il y en a eu d'autres, beaucoup, et certains d'entre eux l'ont aimée avec une intensité qui les a détruits. Édith Piaf ne choisissait pas les hommes au hasard. Ils étaient toujours jeunes, toujours physiquement imposants. Ils arrivaient sans rien et repartaient transformés en quelque chose. Et toujours, sans exception, ils finissaient par payer un prix qu'aucun d'eux n'avait calculé au moment d'entrer. Ses proches avaient cessé depuis longtemps de les appeler par leur prénom. Ils les appelaient simplement Monsieur Piaf. Parce que, au fond, c'est ce qu'ils étaient, une pièce dans son histoire, interchangeable, temporaire, nécessaire. Mais certains d'entre eux ont cessé de l'être, certains sont devenus autre chose. Et ce sont eux qui ont le plus souffert. Il y avait un schéma, toujours le même. Piaf les trouvait à un moment où ils étaient un diamant brut, avec du talent, de l'énergie, quelque chose que le monde n'avait pas encore vu. Elle les prenait, les polissait, leur apprenait à se mouvoir, à parler, à se projeter. Elle leur ouvrait des portes qu'ils auraient mis des années à trouver sans elle. Et quand elle n'en avait plus besoin, ou quand eux commençaient à ne plus avoir besoin d'elle, la relation prenait fin, parfois avec une lettre, parfois avec un silence, toujours avec la sensation, selon des témoignages de personnes proches de cet entourage, que c'était elle qui avait décidé quand ça commençait et quand ça s'arrêtait. Le premier qui nous intéresse est Yves Montand. Nous sommes en 1944. Piaf se produisait au Moulin Rouge et Montand était en première partie. Un garçon italien qui se faisait appeler Yves, qui avait grandi dans la pauvreté du sud de la France et qui avait une énergie sur scène que personne n'avait encore su comment polir. Piaf l'a regardé et a su exactement ce qu'elle avait entre les mains. Elle l'a emmené vivre avec elle, lui a appris à se déplacer sur scène, à contrôler sa diction, à abandonner les chapeaux Stetson et les chemises à carreaux qui le faisaient ressembler à un paysan. Elle lui a obtenu son premier rôle au cinéma, lui a écrit des chansons, l'a façonné, selon certains biographes, avec la précision d'un sculpteur qui sait exactement quelle statue il veut extraire de ce bloc de marbre. 2 ans plus tard, Montand était presque aussi célèbre qu'elle. Et c'est exactement à ce moment qu'Édith Piaf l'a quittée. La lettre qu'elle lui a envoyée a été mise aux enchères des décennies plus tard. Elle disait, selon ce qui est conservé et documenté, qu'elle savait depuis longtemps qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, qu'elle lui demandait pardon pour le mal causé, que le sien était encore plus grand, qu'il continue d'être le type extraordinaire qu'il était. Certains biographes suggèrent que la rupture n'était pas sentimentale, elle était stratégique. Piaf, dit-on, ne supportait pas que quelqu'un lui fasse de l'ombre, même un homme. Et Montand commençait déjà à lui en faire. Il a continué. Il a épousé Simone Signoret. Il a eu une brillante carrière. Il a été l'un des rares à survivre à Piaf intact. Mais une question que certains se sont posée à voix basse demeure. Qu'aurait été Yves Montand sans Édith Piaf? La réponse sonnette est que nous ne le savons pas. Et que lui non plus ne le savait pas. Marcel Cerdan, champion du monde des poids moyens, surnommé le bombardier marocain, marié, 3 enfants. 40 000 personnes ont pleuré dans les rues de France à sa mort. Ils se sont rencontrés en 1947. En 1948, il ne se cachait plus. Piaf lui a acheté un hôtel particulier au Bois de Boulogne, au numéro 7 de la rue Lecomte de Lille. 19 millions de francs de l'époque. L'équivalent, selon certaines estimations, de 4 millions d'euros actuels. L'hôtel particulier avait une salle de sport et un ring pour qu'il puisse s'entraîner. C'est ainsi que Piaf aimait, sans mesure, sans calcul, avec tout. Cerdan était différent des autres. Ce n'était pas un artiste en formation qu'elle pouvait façonner. Il était déjà quelqu'un. Il avait son propre nom, son propre poids dans le monde. Et cela, selon certaines sources proches de Piaf à cette époque, était précisément ce qui l'attirait. Pour la première fois, elle était avec quelqu'un qui n'avait pas besoin qu'elle le construise. Cerdan se trouvait en France à préparer la revanche contre Jake LaMotta, qui lui avait pris le titre en juin de cette même année avec une blessure à l'épaule qui ne lui avait pas permis de continuer. Il prévoyait de traverser l'Atlantique en bateau quelques semaines plus tard pour la rejoindre à New York. Mais Piaf ne pouvait pas attendre.
Le soir du 27 octobre 1949, elle l'a appelé par téléphone. Elle lui a demandé de changer son billet, de prendre l'avion, d'arriver plus tôt. Cerdan a pris l'avion. Le 28 octobre 1949, le vol d'Air France s'est écrasé contre une montagne dans les îles des Açores. Les 48 passagers sont morts sur le coup. Marcel Cerdan avait 33 ans. On dit que le cri de Piaf, quand elle a reçu la nouvelle, était quelque chose que personne dans son entourage n'a jamais pu oublier. Cette nuit-là, elle a quand même donné le spectacle. Elle a chanté. Elle a dédié chaque chanson à lui depuis la scène. Et elle a porté le reste de sa vie quelque chose que, selon des sources proches, elle n'a jamais réussi à se défaire complètement. La conviction que c'était elle qui avait mis Cerdan dans cet avion. L'hymne à l'amour, la chanson qu'elle avait composée quelques semaines auparavant en pensant à lui, est devenue son élégie publique, mais le poids privé était autre chose. Et ce poids l'a poussée directement vers la morphine. Après Cerdan, il y en a eu d'autres. Le schéma s'est répété avec des variations. Jacques Pils, chanteur français. Ils se sont mariés le 29 juillet 1952 à New York, avec Marlène Dietrich comme témoin. 4 ans, un divorce en 1956. On dit peu de choses de ce mariage dans les archives, ce fut, selon certains témoignages, une relation fonctionnelle plus que passionnelle, une tentative de Piaf de mettre de l'ordre dans une vie qui commençait déjà à s'effilocher par les bords. Pils l'a accompagnée lors des premières cures de désintoxication. Il l'a soutenue quand le corps commençait à faillir. Et quand Piaf est sorti de la clinique et a repris le contrôle de sa vie, la relation n'avait plus de raison d'être. Puis est venu Georges Moustaki, plus jeune, grec, poète autant que chanteur. Piaf l'a découvert, lancé, aimé avec la même intensité que toujours. Mais en 1950, le couple a eu un grave accident de voiture. Piaf s'en est sorti avec des côtes cassées et une dépendance renouvelée à la morphine. Moustaki, quand elle ne pouvait plus se tenir seule, l'a abandonnée. Il n'y a pas de manière aimable de le dire. Il l'a laissée au moment où elle en avait le plus besoin. Et enfin est arrivé Théo Sarapo, 21 ans de moins qu'elle, coiffeur d'origine grecque reconverti en chanteur. Ils se sont mariés le 9 octobre 1962. Piaf avait 46 ans, pouvait à peine marcher à cause de l'arthrose et savait qu'il lui restait peu de temps. Les gens murmuraient. On disait qu'il cherchait de l'argent, de la célébrité, l'ombre du plus grand nom de France. Les magazines de l'époque n'ont pas été tendres avec lui. Ils l'ont dépeint comme un opportuniste, comme un jeune homme qui avait trouvé le chemin le plus rapide vers quelque chose. Mais Théo Sarapo a dit quelque chose dans une interview, des années après la mort de Piaf, qui le place dans une position bien différente de celle que la presse lui avait assignée. Il a dit que sa défunte épouse lui avait laissé un tas de dettes et qu'il les remboursait avec ses représentations. Il n'y avait pas d'héritage, pas de fortune. Il y avait des dettes. L'homme que l'on supposait s'être marié avec elle pour l'argent est mort 7 ans plus tard sur une route de province, à 34 ans, en train de rembourser ce qu'elle devait. Et cela nous amène directement à la question suivante que ce documentaire doit répondre. Parce que si Piaf a gagné des millions pendant des décennies, où est allé cet argent? Qui se l'est approprié? Et combien savait-elle de ce qui se passait? En 1951, Édith Piaf voyageait en voiture avec Charles Aznavour. L'accident a été sérieux. Elle s'en est sortie avec le bras cassé et plusieurs côtes fracturées. Les médecins lui ont administré de la morphine pour la douleur. Et c'est là que quelque chose a commencé qui ne s'arrêterait plus. Parce que le corps de Piaf accumulait des dégâts depuis des années. L'alcool était arrivé en premier après la mort de Cerdan. Les barbituriques avaient suivi. Mais la morphine était différente. La morphine comblait non seulement la douleur physique, mais l'autre. Et cela en avait fait quelque chose qu'aucun programme de désintoxication n'avait réussi à inverser complètement. Elle a essayé de guérir. En 1953, pendant son mariage avec Jacques Pils, elle a entamé un programme de désintoxication. Elle en est sortie. Elle a recommencé à se produire. Le Carnegie Hall de New York en 1956 a été l'un de ses grands triomphes. Mais selon des témoignages de personnes de son entourage, chaque fois qu'elle sortait d'une clinique, le retour à la dépendance n'était qu'une question de semaines.
parfois moins. Ce n'était pas une faiblesse de caractère, c'était de la chimie, c'était une vraie douleur. Et c'était aussi, selon certains biographes, toute une industrie qui l'entourait et qui avait besoin que Piaf continue à se produire, peu importe dans quel état elle se trouvait. En 1958, le deuxième grand effondrement physique. Elle voyageait avec Georges Moustaki quand la voiture a eu un accident grave. Des côtes fracturées à nouveau. Le corps, qui n'avait plus de réserve, a accusé le coup d'une façon différente. La morphine est revenue avec plus de force qu'auparavant, et avec elle, une polyarthrite rhumatoïde qui a commencé à déformer lentement ses mains, ses articulations, sa posture. Vers la fin de sa carrière, selon des sources documentées, Piaf avait besoin d'une injection pour pouvoir monter sur scène. Pas comme métaphore. Littéralement, sans l'injection, la douleur était insupportable. Avec elle, elle pouvait chanter pendant 90 minutes devant des milliers de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé 3 heures plus tôt dans les coulisses. C'est ce que le monde vendait comme la môme. Une femme qui se piquait le bras pour pouvoir se mettre debout et leur chanter non. Je ne regrette rien. En 1959 est arrivé le troisième effondrement, le plus définitif. Elle était en tournée à New York quand elle s'est effondrée sur scène. Le public a pensé que c'était l'épuisement. Les médecins qui l'ont examinée ont trouvé quelque chose de bien plus grave. Il y avait un problème hépatique sérieux. Si c'était un cancer, une cirrhose ou une combinaison des deux. C'est quelque chose que les archives médicales n'ont jamais clairement établi, car, fait notable, aucune autopsie n'a jamais été réalisée. Ce qui est documenté, c'est qu'elle a subi au moins une opération du foie cette année-là, que le processus a été long et qu'elle est revenue à Paris dans un état que ses proches ont décrit comme pénible, et que Moustaki, l'homme avec qui elle était, l'a abandonnée avant même que l'avion ne touche le sol en France. Mais elle est remontée sur scène. En 1960, elle est intervenue 4 fois au bloc opératoire, et en décembre de cette même année, elle est montée sur la scène de l'Olympia de Paris et a donné l'un des concerts les plus mémorables de sa carrière. Le public l'a acclamée debout, la presse a parlé de miracle. Personne n'a mentionné les 4 opérations. Et voici la partie la plus troublante de ce chapitre. Ce n'est pas le déclin physique. Le déclin physique est compréhensible. Une vie entière de privation, d'accidents et d'addiction à un coût pour le corps. Ce qui est troublant, c'est autre chose. C'est qu'en 1963, lors de ses derniers concerts, Piaf était sur scène avec l'abdomen visiblement distendu. Le cancer du foie était déjà évident pour quiconque se trouvait à proximité. Et pourtant, elle a continué à se produire. Elle a continué à tourner. On dit qu'elle le savait, qu'elle savait parfaitement qu'elle était en train de mourir, et qu'elle a choisi de mourir en chantant plutôt que de mourir en attendant. Mais il y a une autre hypothèse que certains biographes ont avancée à voix basse, que les personnes qui dépendaient financièrement de Piaf avaient besoin qu'elle continue à travailler, qu'il y avait trop d'argent en jeu pour l'arrêter, que l'entourage qui disait la protéger était, en partie, le même qui la poussait vers l'avant quand il aurait fallu l'arrêter. Et cela nous amène directement au chapitre suivant. Parce que si le corps de Piaf a payé un prix énorme, le prix financier était encore plus étrange et plus sombre. Où est allé tout l'argent qu'elle a gagné pendant 30 ans de carrière? La réponse, quand elle apparaît, ne ressemble en rien à ce que dit le mythe. Édith Piaf a gagné des millions pendant 30 ans de carrière, des disques, des tournées, le Carnegie Hall, l'Olympia, des contrats internationaux, des droits d'auteur sur des chansons qui continueraient à être diffusées des décennies après sa mort. Elle était, en termes financiers, l'une des artistes les plus lucratives de France. Et elle est morte en laissant des dettes. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération dramatique pour ce documentaire. C'est ce que Théo Sarapo, son dernier mari, a déclaré publiquement dans une interview 1 an après sa mort. Que sa défunte épouse lui avait laissé un tas de dettes et qu'il les remboursait avec ses représentations dans des salles de 2e ordre. L'homme qui était supposé s'être marié avec elle pour l'argent a fini par travailler pour rembourser ce qu'elle devait. La question est alors inévitable. Où est allé tout cet argent?
La première réponse est la plus simple et aussi la plus humaine. Piaf dépensait. Elle dépensait avec une générosité que certaines sources proches d'elle décrivaient comme compulsive. Simone Berthaud, son amie d'enfance qui a vécu avec elle pendant des décennies, l'a résumée dans une formule qui a été documentée, que Piaf n'avait pas d'importance à donner de l'argent aux hommes, qu'elle croyait qu'ils dépendaient d'elle, qu'elle était tellement affamée d'amour qu'elle se réfugiait dans tous les bras. Chaque nouveau Monsieur Piaf recevait, selon des témoignages de l'époque, le même package d'entrée. Une montre en or, des boutons de manchette en diamant, des chaussures en peau de caïman et un costume bleu sur mesure. C'était le protocole d'entrée. Ce qui suivait dépendait de la durée de la relation. Piaf a acheté un hôtel particulier au bois de Boulogne pour 19 millions de francs de l'époque pour être plus proche de Cerdan. Elle entretenait un personnel domestique, des voitures, des maisons, et elle finançait aussi les carrières des jeunes qui arrivaient dans son entourage en cherchant une opportunité. Montand, Aznavour, Gilbert Bécaud, Moustaki. Elle leur enseignait, les payait, les lançait. Et quand ils décollaient, elle cherchait le suivant. Rien de tout cela n'était gratuit. Mais il y a une deuxième réponse. Plus inconfortable, Piaf était, selon plusieurs sources qui l'ont connue, notoirement désorganisée avec l'argent. Désorganisée au point de l'imprudence. Elle ne tenait pas de compte. Elle ne gérait pas les contrats. Elle n'avait pas, selon certains biographes, une compréhension claire de combien elle gagnait, ni de combien elle dépensait. Cette responsabilité reposait sur les personnes de son entourage. Et c'est là que l'histoire devient plus sombre. Raymond Assau, le parolier et amant qui a géré sa carrière dans les premières années, contrôlait ses représentations et négociait l'argent. Quand la relation a pris fin en 1939, il est parti avec ce qu'il savait. Louis Leplé, l'entrepreneur qui l'avait exécuté, est mort assassiné avant que Piaf n'ait pu s'établir avec une véritable indépendance. Chaque nouveau gestionnaire, chaque nouvel homme de confiance arrivait auprès d'une artiste qui gagnait beaucoup et qui ne surveillait pas ce qui peut sortait. Certains biographes ont suggéré, avec prudence, que certaines personnes de son entourage ont profité financièrement de cette désorganisation. Il n'existe pas documentation claire qui désigne des noms précis ni des chiffres exacts. Les archives financières de Piaf sont fragmentaires et peu transparentes. Mais ce qui est documenté, c'est le résultat. Une artiste au sommet de sa gloire capable de dépenser en un an ce que bien des familles françaises ne voyaient pas en une décennie. Et cela sans compter la morphine. La dépendance a un coût. Dans le cas de Piaf, ce coût a été soutenu pendant plus d'une décennie, avec une dépendance qui s'est aggravée à chaque accident, à chaque opération, à chaque période de rééducation ratée. Les cliniques, les médecins, les médicaments, les injections dont elle avait besoin pour monter sur scène dans ces dernières années. On dit que vers la fin, selon des sources proches de son entourage, le coût de maintenir Piaf en activité était si élevé que les tournées de ces dernières années n'étaient pas rentables, que les recettes des concerts couvraient à peine les frais de production plus les coûts médicaux, que la machine continuait à tourner non pas parce qu'elle générait des bénéfices, mais parce que Piaf sans scène s'éteignait encore plus vite. En 1961, Bruno Coquatrix, propriétaire de l'Olympia de Paris, a demandé à Piaf de donner une série de concerts pour sauver le théâtre de la faillite. L'Olympia avait de graves problèmes financiers. Piaf a accepté. Elle devait se faire injecter de la morphine pour tenir debout. Elle s'est produite. L'Olympia a été sauvée. Voilà le résumé des dernières années d'Édith Piaf en termes financiers. Une femme qui a dépensé une fortune à construire les autres, qui n'a pas surveillé ce que lui prenaient ceux qui étaient proches, qui s'est endettée avec son propre corps pour continuer à se produire, et qui a finalement sauvé le théâtre préféré de Paris pendant que son propre patrimoine se désintégrait. À sa mort, selon les données disponibles, l'état de ses finances était négatif. Il n'y avait pas d'héritage, il y avait des dettes. Ce qui restait, c'est la voix, les droits, les chansons. Mais cela, avec le temps, allait finir par profiter à d'autres. Et cela nous amène au dernier acte. Parce que l'histoire d'Édith Piaf
ne se termine pas le 10 octobre 1963 dans une villa du sud de la France. Elle commence vraiment, ou plutôt recommence, dans ce qui s'est passé ensuite, dans les funérailles, dans le silence de l'Église, dans ce que la France a décidé de se rappeler et ce qu'elle a choisi d'oublier. Le 10 octobre 1963, Édith Piaf est morte à Place Cassier, pas à Paris, pas sur le boulevard Lannes où elle habitait, pas dans le quartier qui l'avait vue naître, chanter et se briser. Elle est morte dans une villa du sud de la France, dans une commune des Alpes-Maritimes, à plus de 900 kilomètres de la ville qui l'avait transformée en légende. Et ce détail, apparemment mineur, a déclenché quelque chose qui n'a jamais été tout à fait légal. Théo Sarapo, son mari, a organisé le transfert du corps cette même nuit, en secret, de façon clandestine, selon ce qui a été documenté par la suite. Il a conduit ou supervisé le transport du corps jusqu'à l'appartement du boulevard, Lannes, à Paris, pour que l'annonce officielle du décès soit faite depuis là le lendemain. Le 11 octobre, la France a appris qu'Édith Piaf était morte. Pourquoi ? Certaines sources suggèrent que c'était le désir de Piaf elle-même, mourir à Paris, ou du moins que le monde se souvienne d'elle mourant à Paris. D'autres hypothèses indiquent que l'entourage voulait éviter la bureaucratie d'un décès dans une autre région. Ce qui est clair, c'est que le transfert était illégal et que personne n'a jamais été poursuivi pour cela. Ce même matin du 11 octobre, Jean Cocteau a reçu la nouvelle. Cocteau était poète, cinéaste, dramaturge, l'un des intellectuels les plus importants de France au XXe siècle. Et il était l'ami intime de Piaf depuis des décennies. Il avait écrit pour elle, l'avait défendue publiquement quand personne ne le faisait. Il avait dit de sa voix, dans l'une des descriptions les plus citées de l'histoire de la chanson française, qu'elle surgissait des profondeurs, qu'elle se déployait comme une vague de velours noir chaud pour submerger l'auditeur. Ce matin-là, en apprenant la mort de Piaf, Jean Cocteau a dit « Le bateau est en train de finir de sombrer. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi dépourvu de son âme. Elle ne donnait pas son âme, elle la donnait en cadeau, elle jetait de l'or par les fenêtres. » Quelques heures plus tard, Jean Cocteau est mort d'un infarctus du myocarde. Le 11 octobre 1963, la France a perdu deux de ses plus grandes figures culturelles le même jour. L'une à cause d'un cancer du foie, l'autre, dit-on, en apprenant la mort de la première. Les funérailles de Piaf ont eu lieu au cimetière du Père-Lachaise. Le cortège est parti du boulevard Lannes. Charles Aznavour, qui l'avait accompagné pendant des années comme secrétaire, assistant, chauffeur et ami, a déclaré que depuis la Seconde Guerre mondiale, la circulation de toute la ville ne s'était pas arrêtée de cette façon. Les chiffres varient selon les sources. Certaines parlent de 40 000 personnes, d'autres de 100 000. Certaines estimations atteignent un demi-million d'admirateurs qui sont sortis dans les rues de Paris pour lui dire adieu. Ce qui ne varie pas, c'est la description. Le cortège a duré des heures. La ville s'est paralysée. Ce fut l'un des funérailles les plus massifs de l'histoire de France. Mais il y a un détail qui ce jour-là ne figurait pas dans les gros titres et qui mérite d'être ici. L'Église catholique lui a refusé la messe de requiem. Le cardinal Maurice Felletin, archevêque de Paris, a refusé de lui accorder les obsèques religieuses. La raison officielle. Piaf s'était remariée après un divorce, à l'Église orthodoxe, et cela la plaçait en dehors des sacrements catholiques. L'Osservatore Romano, le journal du Vatican, est allé plus loin et a publié que Piaf avait vécu dans le péché public et qu'elle était une idole du bonheur préfabriqué. Ces mots, dans le contexte de ces funérailles massives, ont provoqué en France une réaction que certains historiens ont décrite comme scandaleuse. Un aumônier de théâtre lui a donné une bénédiction finale, mais la messe officielle a été refusée. 50 ans plus tard, l'Église catholique française s'est rétractée. Elle a accordé à Piaf, à titre posthume, une messe de requiem en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. C'était en 2013. Piaf était morte depuis un demi-siècle. Théo Sarapo s'est retrouvé seul, effondré en sanglots selon les témoignages de ceux qui étaient présents dans ces heures-là. Il avait 27 ans, sans héritage, avec des dettes, et avec le poids d'avoir été l'homme que la moitié de Paris regardait avec méfiance pour s'être marié avec elle.
Il a continué à se produire pour rembourser ce qu'il devait. 7 ans plus tard, le 28 août 1970, Théo Sarapo est mort dans un accident de la route. Il avait 34 ans. Il est enterré avec elle au Père-Lachaise, dans la même tombe avec Piaf et Marcel, la femme, la fille, le dernier homme. Les trois sur la même pierre. Et la France, pendant ce temps, était déjà en train de construire quelque chose de différent. Pas un souvenir fidèle de ce qu'avait été Édith Piaf, mais quelque chose de plus utile, de plus maniable, de plus vendable. Un mythe. Et ce mythe allait avoir besoin d'effacer beaucoup de choses pour fonctionner. Il y a une différence entre se souvenir de quelqu'un et en faire un symbole. Avec les symboles, on peut faire ce qu'on ne peut pas faire avec les personnes. On peut les simplifier, on peut les nettoyer, on peut les utiliser. Édith Piaf est morte le 10 octobre 1963. Le mythe de la môme a commencé à se construire pratiquement le lendemain. Et ce mythe avait besoin de certaines choses pour fonctionner. Il avait besoin d'une femme qui avait souffert, oui, mais d'une façon noble, poétique, acceptable. Il avait besoin de l'amour impossible avec Cerdan. Il avait besoin de la voix brisée et de la petite silhouette en noir sur la scène. Il avait besoin de non, je ne regrette rien comme épitaphe parfaite. Ce dont il n'avait pas besoin, c'était d'une fille morte dans la misère de Pigalle. Il n'avait pas besoin des hommes construits puis abandonnés. Il n'avait pas besoin de la morphine administrée dans les coulisses pour que le spectacle puisse continuer. Il n'avait pas besoin des dettes, du chaos financier, du transfert illégal du corps. Ces choses ont donc disparu, pas d'un coup, peu à peu, version après version, documentaire après documentaire, jusqu'à ce que le récit officiel soit si poli qu'il laissait à peine voir la femme qui se trouvait en dessous. Le film de 2007, La Môme, a remporté 2 Oscars. Marion Cotillard a été ordinaire, et le film a été, à bien des égards, la consolidation définitive du mythe pour les nouvelles générations. Mais certains critiques et biographes ont souligné quelque chose de significatif. Plusieurs aspects centraux de la vie réelle de Piaf ont été directement omis. Les relations avec Montmontant, Sarapo, Moustaki, la dimension du chaos financier, et surtout l'absence quasi totale de Marcel. La fille morte à 2 ans dans la misère de Pigalle n'a pas de place dans le récit officiel de la môme, parce que cette histoire ne s'intègre pas bien dans le mythe, parce qu'elle implique des questions inconfortables sur le type de mère qu'était Piaf, sur les décisions qu'elle a prises, sur ce qu'elle a priorisé. Et les mythes n'admettent pas de questions inconfortables. Le seul récit qui a tenté de résister à cette simplification a été celui de Simone Berthaud. Berthaud, connue sous le nom de Momone, était l'amie d'enfance de Piaf. Elle l'a accompagnée pendant 30 ans. Elle a chanté avec elle dans les rues quand toutes deux étaient adolescentes. Elle était présente dans les moments que personne d'autre ne voyait. Et en 1969, 6 ans après la mort de Piaf, elle a publié un livre qui s'appelait simplement Piaf. Le livre a été un succès. Il a aussi été polémique. La famille de Piaf a mal réagi. Denise Gassion, la demi-sœur d'Édith, l'a rejeté publiquement. Selon des sources proches de ce cercle, le problème n'était pas seulement que Berthaud s'attribuait une parenté que certains contestaient, mais que dans le livre, selon les propres mots de Berthaud rapportés par des journalistes de l'époque, Piaf n'avait aucun problème à donner de l'argent aux hommes, qu'elle croyait qu'ils dépendaient d'elle, qu'elle était tellement affamée d'amour qu'elle se réfugiait dans tous les bras. Ce n'était pas l'image que l'industrie culturelle française avait besoin de préserver. Le livre de Berthaud présentait une vraie femme, avec de vraies contradictions, avec une générosité qui était parfois de l'amour et parfois du contrôle, avec une solitude que le succès n'avait pas réussi à combler. Une femme qui avait répété, sans le vouloir, les schémas d'abandon qu'elle-même avait subis dans son enfance. Cette version de Piaf est plus difficile à vendre sur une carte postale, mais c'est celle qui ressemble le plus à la vérité. Il y a aussi la question de ce que Piaf elle-même a construit sur elle-même. Certains biographes ont souligné qu'elle était une narratrice peu fiable de sa propre histoire, qu'elle exagérait certains épisodes, que la légende de la naissance dans la rue sous la lumière d'un réverbère, qu'elle a elle-même promue, contredit l'acte de naissance qui la situe à l'hôpital Ténon, que sa supposée cécité infantile
qui selon elle a duré des années, ne l'a jamais vraiment empêché de voir, que certains chapitres de son autobiographie mélangent des faits documentés avec des épisodes qui n'ont aucun soutien dans aucune source externe. Piaf a construit son mythe avant que quiconque d'autre le fasse. Et quand elle est morte, d'autres l'ont continué. Ce qui reste, 60 ans après, c'est ceci. Une voix qui est toujours extraordinaire. Des chansons qui émeuvent encore des gens qui ne savent pas qui était Louis Dupont, qui n'ont jamais entendu le nom de Marcel, qui ignorent que Théo Sarapo est mort à 34 ans en remboursant des dettes sur des routes de Meilhomme, province. Le mythe fonctionne. La môme est toujours vivante. Elle continue à vendre des disques, à remplir des musées, à inspirer des biopics, avec des budgets dignes d'un Oscar. Mais la femme qui se trouvait sous ce mythe, celle qui s'est prostituée une nuit pour payer le médecin de sa fille, celle qui construisait des hommes et les laissait partir quand ils grandissaient trop, celle qui avait besoin d'une injection pour pouvoir chanter lors de ses dernières représentations. Cette femme-là reste, en grande partie, la version que personne ne finit vraiment de raconter. Ce documentaire a tenté d'être une exception. Édith Piaf n'est pas la seule figure dont l'histoire officielle cache quelque chose de plus complexe et de plus humain en dessous. Il y a une femme que la France entière a admirée pendant des décennies, qui est devenue le symbole d'une génération, qui a porté un passé que peu de gens connaissent, et 3 fils dont l'histoire n'a presque jamais été racontée. Si vous voulez savoir ce que Simone Veil a vraiment sacrifié pour devenir ce qu'elle était, ce documentaire est déjà là.